La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vincent, vous connaissez ces panneaux verts accrochés au plafond avec un bonhomme qui court ou qui marche en direction d'une porte de secours. Poser tous ces panneaux, c'est un véritable marché qui n'a l'air de rien, mais tout est absolument cadré. Et il y règne aussi une assez vive concurrence. Et un marché dont notre invité est une spécialiste puisque nous recevons la directrice de Aprotech, société familiale basée dans le canton de Genève. Anne-Sophie Dunant-Blaisier, notre invitée aujourd'hui dans B2B. Bonjour. Bonjour. Anne-Sophie Dunant-Blaisier, merci d'être avec nous. On va commencer par parler un peu de votre ville, de Genève. C'est là que vous avez grandi, c'est là que vous avez fait la majeure partie de vos études. C'était important pour vous, au niveau professionnel, de continuer votre expérience, votre vie dans la cité de Calvin ? Non, pas du tout à la base. À la base, je voyais plutôt une carrière internationale dans la mode ou le monde du luxe, les études que j'ai fait d'ailleurs après en master à l'Université de Milan à la Bocconi. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je suis quand même revenue à Genève, toujours pour travailler dans cette industrie, pour le groupe Richemont et après dans l'entreprise Clarins pour le marché suisse. Et là, j'étais bien, j'étais là, je vais faire carrière ici, j'adore. Et c'est là que ding dong, mon père est venu me voir et m'a proposé de rejoindre l'entreprise familiale. Donc, Vous vous en doutiez un peu que ça allait arriver, ce moment où il allait vous appeler ? non, mais en vrai, pas du tout. du tout. C'est Sinon, vrai vous que... n'avez pas fait des études dans le luxe. Ouais, voilà, mes études. Alors bon, c'est assez général, hein. Il y a un bachelor en sciences économiques, master en management, mais du luxe. Et du coup, non, j'avais peut-être eu envie à un moment de faire pharmacie. Ma mère avait des pharmacies. J'avais commencé les études, mais ça m'a pas tellement convenu. C'est un métier où il faut avoir les nerfs solides parce que les gens viennent tout le temps malades et jamais vraiment avec plein d'énergie. Donc non, et après, je suis partie dans tout ce qui était luxe et mode. J'étais très heureuse et rejoindre le monde du bâtiment, vraiment, j'ai jamais fait ni architecte, ni technicien, j'ai dit à mon père, mais quelque part, tu es fou. Mais d'un autre côté, j'ai dit, une fois que le wagon, il est là, qu'on nous propose une opportunité pareille, reprendre une entreprise familiale, j'ai dit, allez, let's go, on va voir ce que ça donne. On saute dans le train. Donc vous auriez aisément accepté un poste à l'autre bout du monde, à New York. Oui, moi j'aime bien ces villes dynamiques, pleines d'énergie. Oui, ce côté international, j'aime bien. Chez Clarins, d'ailleurs, j'aimais beaucoup. Il y avait aussi tout ce côté du marché suisse-allemand. En fait, on parlait allemand. Là, l'entreprise familiale, c'est beaucoup plus genevois, suisse-romand. On parle français, voilà. À propos de français, vous avez résidé pendant quelques mois à Paris pour des stages. Paris, vous avez quelle image de cette ville et si on essaie de la comparer à Genève ? Paris, c'est une ville, je trouve, qui vit, qui bouge beaucoup. Et pour tous les âges, en fait. Et puis Genève, disons que c'est un peu plus calme à partir d'un certain âge, je trouve. Bien que je sois un peu une foireuse, j'avoue que je vais souvent faire des karaokés à la coupole. Si vous deviez décrire Genève, cette ville, à des amis qui habitent à l'autre bout du monde, qui n'y sont jamais allés, qu'est-ce que vous diriez ? Ouais, je trouve que alors déjà, c'est une belle ville, hein. Je suis genevoise, j'ai un peu l'accent, donc c'est sûr que je vais promouvoir cette belle ville. On a la chance d'avoir le lac, les montagnes, des paysages incroyables. Et puis aussi tout ce côté finalement international. Il y a une grande communauté d'expats. Donc on a un peu la chance d'avoir tout et tout près. On peut tout faire à pied à Genève ou en transport public. Mais disons, tout est tout près. Et ça, je trouve que c'est un grand luxe. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Cette expérience, en quoi les stages également, en quoi elle vous a été utile pour la reprise concrètement de l'entreprise ici à Genève ? Alors, quand on est stagiaire, et particulièrement dans la mode, il faut savoir tout faire et à toute heure. Donc, en fait, il n'y a pas d'horaire. On y va et si on n'est pas d'accord, quelqu'un d'autre va prendre notre place. Donc, vraiment, ça m'a appris à être débrouillarde, à connaître plein de monde, à toujours trouver une solution. On ne revient pas sans solution. Et ça, je pense que quand on est chef d'entreprise, c'est comme ça aussi, en fait. Ça m'a vraiment bien formée. Un dernier mot du luxe. Quel est votre luxe à vous ? À votre luxe, mon luxe, pardon, c'est que, pour être sincère, avant, je ne pouvais pas tellement me l'offrir en tant que stagiaire dans la mode. Aujourd'hui, je gagne un petit peu mieux ma vie et je peux me l'offrir quand même. Je me fais des petits cadeaux de temps en temps. Voilà. Parlons un peu de votre vision du management. Déjà, vous êtes présidente du jury des Grands Prix de l'économie à Genève depuis plus de 3 ans.
Il y a 3 récompenses attribuées, le prix de l'économie genevoise, le prix de l'innovation et puis depuis 2021, le prix de l'égalité. L'an passé, il a été décerné à l'entreprise Jacquet. Pour vous, chez Aprotech, la parité, c'est important? C'est important, mais c'est très difficile à appliquer si on veut prendre le nombre de collaborateurs, dire OK, on fait 50-50. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment et dans certains métiers, ça reste difficile. Donc, aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai 80 personnes, j'ai environ 70 personnes, ce sont des hommes, parce que je ne trouve pas. Et en fait, le problème, c'est pas que je veux pas en embaucher, le problème, ça commence dans les études. Vous allez à l'EPFL en microtechnique ou en électronique, vous n'avez pas beaucoup de femmes. Donc, c'est pas évident. Par contre, ce n'est pas une raison pour évincer cette inégalité. Donc, du coup, dans tout ce qui est documents, chartes, etc., ben voilà, considérer l'homme autant que la femme comme égale. Et puis surtout, peu importe homme ou femme, ce sont les compétences qui comptent. Le Covid aussi, vous disiez avoir eu 10 ans d'expérience en seulement 18 mois. Alors ça, vous étiez invité sur un plateau télé en plein au milieu de la pandémie. Maintenant que c'est passé, quel impact cette période a eu? Est-ce que ça a eu un impact déjà en profondeur sur votre manière de diriger et de gouverner? De nouveau, je reprends vraiment cette phrase qui est juste en un an, 10 ans d'expérience, quelques cheveux blancs en plus. Parce que, en fait, il faut aller vite, il faut prendre des décisions, il faut avoir un management directif. Je suis plutôt sur un management participatif en général. Mais il faut y aller, il faut prendre des décisions. Et puis, bien souvent, quand il faut prendre ces décisions rapidement, eh bien, le chef d'entreprise, il se retrouve assez tout seul en haut. Même s'il y a un comité de direction, il y a un moment, il n'y en a plus qu'un qui doit prendre les décisions quand c'est en période de crise. Donc oui, ça m'a beaucoup appris. Et puis, je pense aussi que ça a assis un peu ma place de directrice générale dans l'entreprise. Les collaborateurs et collaboratrices ont vu que voilà, on s'était bien tiré de cette crise finalement, que c'était pas facile à gérer. Quand vous appelez vos techniciens et que vous leur dites, voilà, vous êtes au chômage technique, vous allez rester à la maison, je ne sais pas pour combien de temps, c'est compliqué. Et donc du coup, je pense que j'ai bien géré cette crise, bien entendu avec l'ensemble de mon comité de direction, mais j'ai pris les bonnes décisions. Et puis ça, post-Covid, quand j'observe, j'ai l'impression que ça a vraiment assis mon rôle de directrice générale. Ça vous a permis aussi de découvrir des parts de vous dans certaines situations? Oui, des parts de moi et des parts des collaborateurs aussi. Il y a des collaborateurs qui se sont révélés et puis d'autres, malheureusement, qui n'ont pas su gérer tout ce stress. Puisque vous évoquez votre père, vous connaissiez déjà un peu l'entreprise, vous alliez la visiter parfois avant de l'intégrer concrètement? Et en fait, je crois que je suis tombée dedans depuis toute petite. Il nous emmenait avec lui le week-end quand il allait travailler. On courait dans les bureaux, on piquait les bonbons des collaborateurs. Oui, je connaissais pas bien. C'est vrai qu'à chaque fois à l'école, quand on me disait d'écrire le métier de mon père, j'arrivais jamais à le décrire, en fait, je comprenais rien. Mais voilà, je montrais ces petits panneaux avec le bonhomme et la flèche, voilà ce qu'il fait, c'est les sorties de secours, s'il y a le feu, il faut les suivre. Donc oui, je crois que je suis tombée dedans depuis toute petite. Nos parents, ils ont toujours essayé de nous épargner, en fait, le soir, ces discussions de chefs d'entreprise. Mais voilà, on avait quand même l'oreille qui se tendait et du coup, cet univers ne m'était pas du tout inconnu. Ce qui a été challenge des fois, parce qu'il y a des collaborateurs qui m'ont vu naître. Alors après, il faut être respecté de ces derniers. On reprend une certaine distance. Comment on se positionne justement? Oui, c'est pas évident. On arrive en tant que fille de nouveau un monde quand même masculin. J'ai pris de la distance, j'ai pris la décision de vouvoyer toute nouvelle personne qui arrivait. C'est vrai que celui que je te tutoyais même hors entreprise depuis plus de 20 ans, je n'allais pas le vouvoyer. Mais maintenant, je vouvoie ces gens. Alors, c'est vrai que vous allez me dire que ça ne fait pas grand-chose, mais quand même, je trouve que ça donne une petite distance, ce qui n'empêche pas la bonne entente, la bienveillance, etc. Ce que vous décrivez, je ne sais pas si Vincent, ça vous fait penser à ça, mais ça nous rappelle clairement, en tout cas moi, Isabelle Arche, qu'on a reçue il y a quelques temps sur ce plateau, Arche d'entreprise de déménagement à Genève. Vous la connaissez, vous avez évoqué ces problématiques de reprendre l'entreprise du père? Oui, absolument. Ce qui est chouette, des fois, on se sent un petit peu isolé de cette tour à diriger, même si on a un comité de direction qui est formidable. Et de pouvoir partager avec d'autres chefs d'entreprise, de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui reprennent aussi de leurs parents ou de leurs grands-parents, ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est pas évident. Et puis, la connotation d'entreprise familiale, ça amène une dimension où il y a la famille, il faut collaborer avec la génération du dessus, il faut collaborer aussi parfois avec ses frères, ses sœurs. Et ça amène
voilà, de belles discussions. Faut bien je pense que la clé du succès là-dedans, c'est la communication. Et cette expérience dans un autre univers, un autre secteur, tel que vous l'avez eu au travers de différents stages durant votre master, vous diriez que c'est un passage obligé avant de reprendre une entreprise familiale? Alors, en tout cas, dans la famille Blazy, c'est obligatoire. Il faut faire ses armes ailleurs. Point barre. Ça, c'est vraiment de la part de mes parents. Et je pense que c'est vraiment important de voir ce qui se passe ailleurs, de faire ses armes, de faire des connaissances, de voir d'autres industries, d'autres structures pour pouvoir aussi apporter au sein de l'entreprise lorsqu'on la rejoint. Comment s'intégrer, comment faire respecter ces décisions? Ce sont des questions que l'on pose souvent à des personnes qui reprennent justement une entreprise familiale. On s'intéresse moins à comment la personne se fait confiance et quelles clés elle a utilisées. Comment ça s'est passé pour vous? C'est pas évident. C'est une bonne question parce que dans le fond, au début, on marche un peu sur des œufs. On ne sait pas si on Il y a fait la tout famille, il y juste. a les collaborateurs d'un côté. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, les 2 premières années, j'ai vraiment été travailler sur le terrain avec l'ensemble des collaborateurs pour comprendre le métier. De nouveau, je ne venais absolument pas de cette industrie. Donc ça m'a déjà permis d'avoir confiance et de connaître aussi l'ensemble du personnel. Et puis, je dois dire que mon père, il a très bien joué son rôle. Même si des fois je prenais des décisions qui n'étaient pas tout à fait en ligne, bien c'est les mêmes valeurs, mais des fois c'est un peu différent. L'évolution informatique, voilà, il y a des générations différentes. Il m'a toujours soutenu. En fait, lui, il a un peu ses indicateurs qu'il regarde tous les mois. Tant qu'ils sont ouverts, il me fiche la paix. Et il m'encourage surtout. C'est ça que je voulais dire. Le fait d'encourager, de faire confiance à la nouvelle génération qui arrive, qu'est-ce que ça aide? Vraiment, ça donne des ailes. Vous le disiez aussi, votre but un jour, remettre les clés à la 4e génération. Ça serait fantastique. Après, je veux faire ces personnes parce que je pense vraiment que quand on fait les choses pour bien les faire, il faut la passion, puis il faut aimer ce qu'on fait. Mais ils viennent des fois avec moi le samedi travailler et piquer les Vous avez bonbons. gardé les bonnes habitudes. Exactement. Anne-Sophie Dunant-Blazy, vous incarnez donc la 3e génération à la tête d'Aprotech, entreprise familiale, environ 80 salariés, vous l'avez dit brièvement tout à l'heure. Une question en fait toute bête pour commencer cette deuxième partie sur l'entreprise. Aprotech, d'où vient ce nom? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est mon grand-père qui l'avait donné à l'époque où il y avait encore les bottins téléphoniques et il voulait être le premier. Alors, c'était A. Ça devait donc commencer le A. par A. Ouais. Et ensuite, ça veut dire Association pour le progrès technique, Aprotech. Voilà. D'accord. Mais donc, ils ont pris un nom assez large, mais surtout, il fallait être en tête du bottin téléphonique. Un très bon conseil, je pense qu'il est encore valable aujourd'hui. Votre spécialité, c'est la fabrication d'éclairage de secours, de sécurité, comme les panneaux verts à la sortie que j'évoquais tout à l'heure en cas d'incendie, par exemple. Est-ce que c'est néanmoins votre plus grosse activité? Oui, c'est clairement notre plus grosse activité. Parce que vous faites d'autres choses aussi. Hein? Oui, on fait d'autres choses. On fait également de la sonorisation. Donc, c'est typique dans une école, tout d'un coup, ou un grand magasin. Quand on doit évacuer le magasin parce qu'il y a le feu, il y aura des messages, évacuer tranquillement, etc. Donc, c'est ça. On fait aussi de la lustrerie. On fait de la lustrerie conventionnelle et de la lustrerie en secours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La lustrerie que l'on fait en secours, c'est en fait, on va prendre un éclairage conventionnel qu'on va équiper avec électronique pour que quand il y a une coupure d'électricité ou le feu, ça part en secours et ça, c'est clair. Donc, il paraît normal, mais en réalité, il a une double vie. Il peut devenir. C'est ça, un système exactement. d'alarme. On voit pas. Et en fait, c'est pas que ces petits panneaux verts. Il y a aussi plein d'éclairages qui partent en secours quand il y a le feu ou une coupure. Et puis, la lustrerie conventionnelle, c'est ce que vous voyez dans les parkings ou dans les écoles. Ce sont des luminaires classiques. Et là, on est avec le programme Eco 21 des SIG. C'est les éclairages, vous voyez, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les EMS et même dans certaines villas pour les privés. Voilà. Comment se passe la distribution? Quels sont les canaux et combien de pièces cela représente par année si on pense au bonhomme vert? Ouf, les pièces, vous me piégez. J'ai Un ordre de grandeur Oui, compliqué à dire, mais en tout cas, tout ce qui est canaux de distribution, nous, on va être au plus proche des clients. Donc, c'est nous qui allons sur place livrer le matériel. On travaille aussi évidemment avec des transporteurs parce qu'on ne peut pas livrer à tout le monde. Mais le but, c'est vraiment d'être proche et d'avoir ce ressenti et ce feedback du Vous les montez, client. tous ces dispositifs, c'est C'est monté les par Aprotech. électriciens qui font l'installation. Ah, Nous, en fait, on les livre, les électriciens vont installer et après, on va les maintenir parce que tout ça est réglementé. Vous avez des ateliers à Carouge, aussi à Fribourg, au Tessin. Qu'est-ce qui tire le plus l'activité en ce moment? C'est les nouvelles constructions, c'est
Les normes, il y en a toujours, hein, toujours plus. Est-ce que ce sont les normes ou c'est la maintenance? Qu'est-ce qui est le moteur? Nouvelle construction, ça bouge énormément, surtout côté Fribourg, Genève. Alors il y a des gros chantiers à Genève tout d'un coup qui sortent. C'est plus calme, c'est plutôt hors Genève où là ça bouge beaucoup. Ouais, c'est ça qui fait vraiment bouger le business. 2023, c'était une année comment pour vous? C'était une bonne année. C'était une bonne année. Vous savez, après le Covid, on est ravis de toutes les années parce que c'était vraiment le challenge. Et puis, ben voilà, on reprend une Ça veut dire croissance. une bonne année, ça veut dire quoi? Un chiffre d'affaires en hausse? Un chiffre d'affaires en hausse, une progression tout à fait dans l'ensemble des activités. Une que j'ai pas pu décrire, qui est vraiment géniale parce qu'on a l'impression qu'on est dans un film de police. On équipe aussi les véhicules prioritaires, les ambulances, tout ce qui est pompiers, police. C'est nouveau ça? Ça, c'est nouveau, depuis 1 an, absolument. Alors, de nouveau, c'est pas tombé du ciel, c'est un peu lié parce que c'est lié à la sécurité. Et puis, on a un spécialiste qui est venu. Et puis, ben voilà, on met les sirènes, la radio. C'est très technique, d'ailleurs. J'ai été étonnée quand parce qu'évidemment, je suis retournée sur le terrain pour comprendre cette activité. Mais voilà, il faut être agréé, il faut être certifié. C'est pas tout évident, mais c'est très intéressant. Vous avez déjà déclaré que c'était surtout le marché suisse qui était votre priorité, mais on voit sur votre site internet que vous avez aussi équipé l'Arc de Triomphe Oui, ça, c'est à Paris. Mais ça veut dire que vous exportez aussi ou que c'est un potentiel de développement pour vous, l'exportation? On reste sur la Suisse parce qu'en fait, ce marché est extrêmement légiféré. Je veux dire, il y a des normes, il y a des règles. C'est pas les mêmes bonneaux verts à Paris qu'ici? Non, pas du tout. Non, même la couleur du verre n'est pas la même. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est ça aussi qui nous protège de la concurrence internationale. C'est-à-dire que le marché suisse, il est vraiment très légiféré. On reste vraiment, et il y a de quoi faire sur le marché suisse. Oui, il y a des concurrents aussi. Oui, il y a des concurrents. Mais des bons concurrents. Vous savez, quand on a des bons concurrents, ça motive à aller toujours plus loin. Des concurrents Suisse-made, parce que c'est le cas de vos produits. Oui, c'est le alors cas aussi des concurrents ça, c'est un combat parce que moi, je suis très dans la durabilité. Mon père l'était aussi avec des fournisseurs locaux, des produits labellisés Swiss Made. Après, ben, il y a la guerre du prix. Donc, vous pensez bien qu'un produit Swiss Made est beaucoup plus cher qu'un produit européen ou chinois. C'est une vraie plus-value d'être Suisse-made sur un marché essentiellement suisse? Ça l'était. Ensuite, ça ne l'a plus été parce que les gens n'ont pas regardé ça. Et maintenant, on recommence à avoir une conscience éco-responsable et ça recommence à prendre. Ouais, mais il y a on va creuser le sujet on va creuser le sujet de la durabilité dans un instant. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vous n'exportez pas parce que le marché est très réglementé, légiféré. Mais à la question de Vincent sur le coût du Swiss Made, vous évoquez les concurrents étrangers. Comment ces concurrents font-ils pour être C'est pas des parfaitement faits concurrents des étrangers, normes? ce sont des concurrents qui sont en Suisse mais qui ont du matériel étranger. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a ouvert il y a une dizaine d'années parce qu'on n'arrivait plus à tenir au niveau de la guerre des prix. Par exemple, le Zurichois Zumtobel, lui, il n'est pas Zumtobel, pardon, il n'est pas Swiss Made comme vous. Ce sera une marque distinctive. Il a pour peut-être vous des produits Swiss Made, absolument. Ça, je sais pas exactement, mais il a aussi une large gamme de produits qui viennent d'Europe ou de Chine. Je connais pas par cœur, mais là où ils nous font une grande concurrence au niveau des prix. Donc, je pense pas que c'est tout Swiss Made. Et dans la qualité, qu'est-ce qui fera alors votre valeur ajoutée si c'est plus cher? Nous, on est vraiment sur vous achetez un produit et en fait, tout est interchangeable. Il va durer pendant très longtemps. C'est quelle durée de vie, un produit comme ça? Mais notre plaque de base, qui fait la base du produit, il y en a, c'est les clients, c'est depuis 50 ans. Et on change en fait les éléments dedans. C'est ça aussi toute notre stratégie de éco-responsabilité. Les propriétés luminescentes ne disparaissent pas au bout d'un moment? Non, il faut, bien sûr. Alors après, c'est pour ça qu'on a toute la maintenance en département où nos techniciens vont voir sur le terrain. Il y a des ballons de foot à la récré qui vont casser les blocs. C'est plutôt le fait que ça soit cassé. On va parler de durabilité, vous l'avez déjà évoqué, mais vous êtes effectivement très active, et notamment par des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans une d'elles, vous indiquez rendre visite à des entreprises responsables pour inspirer vos équipes durabilité. Quelles sont ces entreprises? Quelles entreprises vous inspirent dans ce domaine? M'inspire et j'ai envie d'inspirer mes collègues aussi. Donc, je vais prendre des entreprises qui ont une image que tout le monde connaît. Par exemple, la Fondation Partage. On a été visité parce on peut mettre la main à la pâte derrière, faire les actions le samedi du partage ou aller aider carrément dans leurs locaux, voir du concret. C'est ça, j'ai envie d'embarquer les équipes là-dedans.
Parce que c'est bien beau quand la direction, elle veut quelque chose, mais le but, c'est que les équipes soient embarquées. Partage, c'est une fondation, c'est un but non lucratif et une entreprise, je dirais, comme la vôtre qui... Oui, on a été voir Serbeco, par exemple, qui ont aussi une entreprise, une entreprise familiale. Et du coup, ils font beaucoup de choses. Ils sont labellisés B Corp, qui est un label dans la durabilité. Ils sont inspirants. Donc, j'ai dit, OK, les collaborateurs, on va aller là-bas, on va aller visiter. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche parce que les gens, ils sont sur le terrain, puis ils Chez voient, eux, ils voient ce qui se passe. un exemple de ce qui a été inspirant chez eux? Eux, c'est tout le tri des déchets. Donc, en fait, on a été vraiment dans la déchetterie, voir comment ils triaient les choses. C'était chouette. Puis, voir comment ils embarquent les équipes, voir aussi comment ils accueillent les gens pour expliquer ce qu'ils font, le business. C'est chouette, quoi, de voir qu'il y a aussi, d'autres entreprises familiales et magnifiques sur ce canton de Genève. À propos de B Corp, cette certification, je sais que vous êtes candidate. Vous en êtes où où en est votre dossier? Dans la longue liste d'attente. C'est-à-dire longue? C'est long. Je crois que c'est 18 mois maintenant, quelque chose comme ça. Vous avez rendu tous les papiers, vous avez changé vos statuts. Voilà, exactement. On a changé nos statuts, mais ça, outre la labellisation B Corp, c'est-à-dire que c'est le développement durable, l'éco-responsabilité, ça fait partie de notre stratégie. Donc, du coup, on a voulu le formaliser. 18 mois. Mais 18 mois. Mais outre ces 18 mois... Pourquoi, sinon? Mais parce que je pense que c'est mondial, il y a beaucoup de gens, et puis de plus en plus sont aussi preneurs et entendent cette éco-responsabilité qui, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire sans. Enfin, je veux dire, il faut ouvrir les yeux, ou si on fait sans, c'est que... Et supposons que vous l'ayez, cette certification, supposons, parce qu'on sait pas encore. qu'est-ce qu'elle va vraiment vous apporter? Mais je pense qu'elle m'a apporté en amont. En fait, on passe à travers un questionnaire de nombreuses pages qui est fait en cinq piliers. Il y a les collectivités, les clients, les collaborateurs. Et ça nous permet, à travers le questionnaire, de pouvoir réfléchir, de mettre des choses en place. En fait, c'est une source d'idées. Et c'est surtout ça que ça m'a apporté. Vous savez, c'est comme quand vous faites une grande course de montagne. Alors, une grande ascension, des fois, le jour J, on n'est pas là. Mais qu'est-ce que les entraînements, ils ont été fantastiques aussi. C'est ça. Et donc, du coup, ce questionnaire, il a été très inspirant et nous a apporté plein de choses. Dans ce questionnaire, ou plutôt dans cette démarche de responsabilité, il est très souvent question des émissions de CO2. Vous en êtes, quelle est votre empreinte carbone? Comment vous la mesurez? Alors, on l'a fait mesurer. Elle est, disons qu'on m'a dit qu'elle était moyennement bonne. Je pense qu'on peut faire des progrès. Où on doit faire, nous, des progrès, c'est sur la mobilité. Et on est en train de travailler sur un plan mobilité pour mes collaborateurs et collaboratrices. C'est pas évident parce qu'on est dans des métiers de la main, dans des métiers où il y a du matériel. Et donc, il faut des camionnettes, il faut des voitures pour transporter tout ça. Des vélos cargo Oui, alors j'allais dire vélo cargo. C'est vrai que ça joue, mais quand vous avez une échelle de 5 mètres ou 3 mètres sur un vélo cargo, c'est compliqué. Donc voilà, faut tout adapter. On est à fond là-dedans en ce moment. Mais ça veut dire que vous avez un plan, un objectif de zéro émission nette à quelle date, hein? Oui, alors pas zéro émission nette, mais déjà de diminuer. On a eu un résultat, honnêtement, je ne peux pas vous le dire, je ne me rappelle plus, mais on a eu un résultat et le but, c'est de le diviser par 2 dans 5 ans, je crois. Voilà, je ne sais plus si je dis des bêtises, mais en gros, c'est de le diminuer par 2. Et pour ça, l'action principale était de mettre en place un plan de mobilité. Il y a un exemple de ce plan de mobilité? Mais je suis en plein dedans. En fait, je cherche, vous savez, moi, je suis sûre que pour réussir dans la vie, il faut aussi bien être entouré. Et du coup, je cherche le spécialiste qui m'aidera à faire ceux ce qui plan écoutent, alors. mobilité. Mais on a eu un super programme proposé par l'État qui s'appelle Diagnostic Action. Et là, vraiment, via ce programme, on est en train de travailler dessus. Voilà. Là, on parle de mobilité opérationnelle et aussi pendulaire des collaboratrices et collaborateurs. Oui, exactement. Vraiment, ça englobe tout. Tout à fait. Anne-Sophie Dunant-Blaisier, on vous avait demandé d'apporter un gris-gris. Vous avez fait mieux que ça, vous en avez apporté deux objets qui ont été ou qui sont encore importants pour vous. On vous laisse les montrer à la caméra à ma gauche. J'en ai apporté un et l'autre, je vais vous expliquer. Alors, le premier, c'est celui-là. Ça paraît tout bête, c'est un petit bracelet rose qui dure des fois avec ma tenue, mais qui est adorable. Qu'est-ce que c'est? En fait, je l'ai reçu il y a 3 ans de ma fille aînée. Et j'ai trouvé tellement joli, c'était un mot écrit de sa maîtresse, parce qu'elle ne savait pas encore écrire, que voilà, maman, quand tu te sens
t'as plus d'énergie, regarde ce bracelet et pense que tu es fantastique. Et pourquoi je l'ai souvent? Parce que aujourd'hui, on doit combiner entre vie de famille, on est mère, on est chef d'entreprise, on est un peu foireur, on est sportif, on adore ses amis. Puis il faut tout gérer. Puis des fois, on est un peu submergé par tout ça. Alors, je regarde ce joli bracelet et ça me redonne de Vous l'avez l'énergie. presque tous les jours sur vous. Presque tous les Il fait en jours. quoi? Mais c'est une perle d'école primaire, je pense. C'est pas vraiment ça. Ça les pattes. Un peu du plastique. Mais voilà, la symbolique est vraiment jolie. Et puis le deuxième, alors je ne lis pas, mais le deuxième, en fait, c'est tout simplement la clé de mon entreprise familiale. Que mon père, il m'a remis dans une box américaine. Donc vraiment On avec... la voit sur votre site d'ailleurs, hein, en photo. Oui, exactement. Oui, elle est sur le site. Et en fait, des fois, quand je suis perdue dans toutes les décisions que je dois prendre, je regarde cette clé au mur. Et de nouveau, ça me redonne de l'énergie. Parce que je pense vraiment que voilà, l'énergie positive, ça nous apporte plein de choses. Alors, grâce à mes gris-gris, je suis au top. Merci beaucoup, Anne-Sophie Dunan-Blaisy, d'être venue aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci Vincent. On va se retrouver la semaine prochaine sur les chaînes Carac pour découvrir de nouvelles entrepreneurs en Suisse romande et partager sur leur parcours inspirant. Portez-vous bien. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.